Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait super plaisir de reprendre le micro. Je suis hyper heureuse de pouvoir recommencer à transmettre ce que je suis en train de vivre et juste le plaisir de partager en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2 mois d'absence? Alors, à la base, j'étais en Inde. J'étais dans un ashram. D'ailleurs, j'avais pas trop parlé de ça sur les réseaux parce que je comptais faire un épisode, mais bon, finalement, les choses se sont passé d'une manière inattendue, vraiment. Et donc, je me retrouve aujourd'hui en Australie. Donc à la base, j'étais en Inde. Je recherchais un appartement pour pouvoir me poser jusqu'à la fin de mon visa. Donc c'était jusqu'à fin janvier 2024. Et puis j'étais en train de me demander ce que j'allais faire après l'Inde. Et j'ai commencé à avoir des petits signaux en mode l'Australie. Alors je saurais pas vraiment expliquer avec des mots, mais c'est plutôt des personnes que je rencontrais qui me parlaient de l'Australie et l'effet que ça faisait en moi. C'est comme si ces personnes ouvraient une porte en moi en me disant ouais, l'Australie ça pourrait être pas mal pour aller renflouer les économies et continuer à voyager aisément, on va dire sans stress, sans rien. Donc l'Australie, je me suis dit ça peut être non seulement une nouvelle destination à découvrir en tant que voyage, mais surtout pouvoir y faire mon expérience et économiser de l'argent pour après continuer à voyager dans des pays, en tout cas, qui me tiennent vraiment à cœur. Et en fait, eh bien, j'ai compris que je devais partir beaucoup plus vite que prévu en Australie. Et donc, je suis partie en novembre 2023. Pour être exact, j'ai quitté l'Inde le 21 novembre 2023. J'avoue qu'au début, on va dire que ça faisait depuis 2 semaines que j'avais compris qu'il fallait que j'aille en Australie, mais jusqu'à que je me mette à l'action, c'est-à-dire donc 2 semaines avant mon départ, j'ai vraiment pris ma décision 2 semaines avant mon départ et commencé à tout préparer. Et bien jusque-là, il y avait vraiment des réticences et des peurs. C'est-à-dire que je me disais, oh là là, mais là je suis sur les réseaux, mais comment je vais faire après pour alimenter mes réseaux? Et puis j'avais pas prévu ça. Ça m'a demandé un gros lâcher prise en fait, de me dire, ok, là t'écoutes ton cœur, c'est là où tu dois aller. Et, euh, et ça va aller. Tu peux faire une pause dans les réseaux. C'est pas non plus la fin du monde. Ça a été super compliqué pour moi d'accepter ça. C'est pour ça que j'ai retardé l'échéance jusqu'à que je me dise, bon, là, il faut que j'y aille parce que là, on me pousse, là, il faut que j'y aille. Donc finalement, je prends mon courage, j'essaye voilà, de dépasser mes peurs et de me dire, allez, go, on va en Australie. Donc j'ai commencé à me renseigner, donc je me suis dit, ok, je pourrais aller travailler dans une ferme parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que l'Australie c'est très très courant d'aller faire les fermes, c'est très réglementé parce qu'en fait il existe un visa qui s'appelle le PVT, donc c'est le passeport visa travail. Et, euh, et en fait, ce passeport permet pendant un an de pouvoir travailler dans différents domaines en Australie comme un citoyen australien. En fait, la France a des partenariats, collabore avec plusieurs pays. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a le Japon, la Corée du Sud, il y a le Canada, l'Argentine, le Brésil et il y en a d'autres, mais là je les ai pas. Il faut regarder sur Internet. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même super chouette quand on obtient ce visa-là. Et parce que voilà, quand on arrive dans le pays, on a les mêmes droits que les citoyens du pays. Donc j'ai décidé donc de faire le PVT pour aller en Australie. Et en fait, ça se fait beaucoup d'aller dans les fermes parce que quand on va en Australie et qu'on veut renouveler une deuxième année, on doit obligatoirement valider 88 jours, soit dans une ferme, soit dans un restaurant qui est un peu reculé. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, les tafs que les Australiens ne veulent pas faire. Et donc, ils font appel à en gros, à la migration, quoi. Ils font appel aux étrangers pour faire ça. Et comme ça, en contrepartie, les gens peuvent rester un an de plus. Donc, c'est un peu le deal. Donc moi, je suis pas du tout venue là pour me dire je vais renouveler une deuxième année, mais je me suis dit les fermes ça peut être cool. Pourquoi? Parce que je peux être nourrie, logée et en plus ça paye très très bien, donc je peux économiser très très vite et du coup recommencer à voyager très vite dans les pays moi qui me touchent. On va dire que l'Australie c'est un pays dans lequel je voulais aller il y a quelques années auparavant pour apprendre l'anglais à la base, mais j'avais pas forcément d'attirance pour découvrir la culture. Pour moi, l'Australie, ça reste un pays moderne et c'est pour beaucoup de gens, c'est un des plus beaux pays
pour voyager, pour découvrir et voir des paysages de fou. Mais moi, quand je voyage, c'est pas tellement ça qui m'attire. C'est pas ma priorité d'aller découvrir des paysages. S'il y a un bel environnement et des paysages de fou, c'est un plus, c'est trop bien. Mais moi, à la base, quand je vais dans un pays, que je me sens appelée à aller dans un pays, c'est plutôt pour aller y découvrir la culture, les gens, comment ils vivent. Voilà, moi, je suis plutôt le côté j'adore comprendre les comportements des gens, ce qu'ils mangent, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils s'habillent comme ça. Voilà, moi je suis plus un peu voilà psychologie, euh, la psychologie des gens. J'aime trop comprendre tout ça. Donc je décide d'aller en Australie pour cette raison-là. Donc me voilà arrivée en Australie. Donc c'était le 22 novembre. Et je me prends une petite semaine d'adaptation parce que, faut le dire, quand j'arrive en Australie, j'ai un choc. Vraiment, j'ai un choc culturel. Ça faisait 3 mois que j'étais en Inde. Bon, j'ai fait une petite pause aux Philippines de 2 semaines, mais on va dire que le décor et la culture étaient, on va dire, au niveau du développement des villes, etc., c'était quand même assez proche. Là, j'arrive à Melbourne. C'est une ville ultra moderne. Il y a des trottoirs, il y a des gens qui sont hyper bien habillés, on va dire élégants parce que c'est là où les gens travaillent dans les bureaux. J'ai un choc, vraiment j'ai un choc. Moi, je sors de l'Inde, je vois que des femmes de toutes les couleurs en sari. Je marche sur du sable depuis 3 mois. J'arrive, je suis, voilà, là, j'ai besoin d'atterrir quoi. Donc je prends cette petite semaine et donc après je me mets très vite à chercher du travail dans les fermes. Finalement, je me rends très vite compte qu'à Melbourne, il pleut énormément. Donc, quand il pleut, on travaille pas quand on fait les fermes. Donc, je me dis stratégiquement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, je décide de monter à Brisbane. Brisbane, il fait assez beau toute l'année. C'est vrai que pendant l'été, il y a beaucoup d'intempéries. Et là, on va dire que, enfin là, c'est les saisons inversées en Australie. Donc, pendant que c'est l'hiver en France, c'est l'été ici. Donc, bon, je sais qu'il y a des intempéries à Brisbane, mais je me dis bon, c'est quand même, il y a quand même le soleil, ça va aller. Je peux aller faire mes fermes ici. Et finalement, je me retrouve dans une situation où je ne trouve pas de ferme. Je me rends compte que il faut absolument que j'ai une voiture parce que c'est hyper compliqué. Donc je me mets finalement à chercher à acheter une voiture. Et sachant le peu de connaissances que j'ai en voiture, j'ai peur de me faire avoir. Donc je me dis bon ok, peut-être que c'est pas le meilleur plan d'acheter une voiture. Je cherche quelqu'un un peu sur Facebook s'il veut pas partager une voiture avec moi. Enfin bref, je fais mes recherches et finalement je me rends compte que mon plan de ferme est plus du tout adapté et surtout qu'en fait mes économies s'écroulent parce que l'Australie ce n'est pas le même budget que l'Inde. Ce que j'utilise en une semaine en Australie, il faut savoir que je l'utilisais en un mois en Inde. Donc comme là j'ai vraiment voilà, il y a un petit choc qui se passe. Donc je me dis là il faut vite que je trouve un travail. Donc là je suis à Brisbane, qu'est-ce qui me reste à faire? Ben je me dis autant travailler dans la restauration. J'ai de l'expérience donc ça va le faire et au moins je vais avoir une rentrée d'argent très rapidement. Mais je passe quand même 1 mois et demi dans voilà cet inconfort à passer par plein de questionnements. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à chercher en ferme? Est-ce que finalement je change de domaine? Ça a été vraiment hyper compliqué, vraiment hyper compliqué psychologiquement, mentalement. Le point positif, c'est que j'ai fait des rencontres et donc j'ai passé aussi ce temps-là dans les auberges, donc des personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui faisaient face aux mêmes inconforts. Donc ça, c'est vrai que c'était assez chouette. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai été face vraiment cette peur par rapport à liée à l'argent. C'est vrai que depuis toujours, depuis très jeune, j'ai travaillé très très tôt, donc l'argent n'a jamais été un sujet pour moi. J'ai toujours économisé enfin voilà le maximum. J'ai jamais été une grosse dépensière, donc j'ai toujours eu assez de côté sans vraiment m'inquiéter de ça. Et là, c'est vrai que j'arrive en Australie et en fait, toutes mes économies s'écroulent, quoi. Donc en fait, là, j'ai vraiment ressenti, ok, le test par rapport à ma foi. Je me suis dit, là, tu vois avec tes yeux ce qui se passe. Oui, ton argent part, mais rappelle-toi que tu es à la bonne place et rappelle-toi que même si tu as l'impression que ça part, du jour au lendemain, ben ça peut re-rentrer aussi très vite. Donc ça a été aussi une belle expérience par rapport à ça de dealer avec ce manque d'argent et en fait de pouvoir libérer cette peur, de me détacher de ça et de pouvoir en fait être bien même en voyant l'argent partir à une vitesse folle quoi. Et ça a été vraiment une énorme
évolution pour moi, mais je vais en venir aux bénéfices. Donc maintenant, j'aimerais parler donc des bénéfices de cette période qui a été assez dure pour moi. Euh, Déjà, la première, c'est que j'avais hyper peur de faire une pause avec les réseaux sociaux, de ne plus pouvoir alimenter mon podcast et de me dire, oh mince, je vais devoir repartir de zéro, etc. Et en fait, ça m'a permis de comprendre plein de choses et je suis hyper reconnaissante de cette période. Déjà, ça m'a permis de comprendre que pour l'instant, j'ai trop envie de partager ce que je vis en voyage, mes prises de conscience à travers mon podcast, mais voilà, j'ai envie d'être dans le partage des choses et j'ai pas envie pour l'instant d'accompagner des personnes. Je pense que j'ai eu envie à un moment donné quand j'étais en Inde, j'avais envie, mais là, j'ai l'impression que j'ai vraiment envie de vivre mon expérience à fond et en plus avec le décalage horaire, c'est vrai que c'est quasiment impossible. On a 9-10 heures, enfin 9 heures avec la France de décalage. Ça demanderait une logistique énorme de devoir mettre ça en place et en plus de gérer mon taf que j'ai en ce moment, le podcast, il faut que je gère les priorités. Mais dans tous les cas, j'ai envie d'être dans cet état d'esprit, dans ce partage-là, et non pas dans l'accompagnement. Et ça, ben, je m'attendais pas du tout à me retrouver dans cet état d'esprit. Ensuite, ça m'a permis d'avoir une plus grande flexibilité par rapport au projet que j'avais mentalement en tête. C'est-à-dire que accepter ce que la vie me propose, accepter que même si je suis venue avec un projet, ben c'est ok de le changer et ça m'a permis de m'adapter énormément à ce qui m'était proposé. Voilà, en fait, c'est vrai que j'ai tendance à quand je prends une décision de partir dans un voyage, je sais que j'ai l'élan du cœur, mais je sais que mentalement, j'ai aussi un équilibre entre la réalité que que je me prépare mentalement à aller dans cet endroit et ce qui résonne en moi, c'est-à-dire l'excitation. Je sais que quand je vais dans un endroit, je suis à la fois excitée et à la fois sereine parce que je sais à peu près pourquoi j'y vais. Et là, bah, je savais à peu près pourquoi j'y allais. Et le fait de devoir tout revoir, ben, m'a demandé de faire mourir des choses en moi, d'accepter des choses. Je pense que si j'ai mis autant de temps à trouver un travail, c'est pas parce que c'est dur de trouver un travail en Australie, mais plutôt par rapport à mes résistances du fait de changer mon projet. Ça a été super difficile. J'étais pas du tout préparée mentalement à travailler dans la restauration. Et je me suis dit, voilà, j'y vais pour la ferme et, euh, et j'y vais pas pour autre chose. Et après, je repars vite là où j'ai envie d'aller. Et ça, voilà. Et en plus, ça me fait rire parce que finalement, non seulement le domaine de travail a changé, mais en plus, je suis en train de revoir aussi ce que j'ai envie pour l'avenir. Mais bon, ça, encore une fois, on verra ce qui va se passer. Mais je vais aussi parler de ça un peu plus loin dans le podcast, dans l'épisode. Ensuite, passer ces 2 mois sans avoir de chez moi, il faut savoir que j'ai passé donc 2 mois dans des hostels, donc des auberges de jeunesse, avec des chambres partagées. Il faut savoir que déjà, avant de venir en Australie, pour moi, être en auberge de jeunesse était rédhibitoire. Je l'ai fait il y a 5 ans quand j'ai été en Australie, en Amérique du Sud. Je l'ai fait et ça n'a pas du tout été une bonne expérience pour moi. En plus, j'étais avec des personnes qui s'en fichaient complètement d'être en auberge. Donc, non seulement on était en auberge, mais en plus, elles prenaient des chambres mixtes. Donc, je suivais avec elles, on va dire. Je m'étais pas trop positionnée par rapport à ça. Donc, non seulement j'ai mal vécu d'être en auberge, mais en plus, j'ai mal vécu d'être dans des chambres mixtes. Donc, là, quand je suis arrivée en Australie, c'était même pas un choix, c'était obligatoire. J'étais obligée, si je venais en Australie, d'aller en auberge de jeunesse. Mais là, la différence, c'est que j'avais le choix de choisir avec le fait d'être en mixte ou non mixte. Donc, évidemment, j'ai toujours pris des chambres qu'entre femmes. Mais il y avait, suivant les chambres que je prenais et les prix qui étaient proposés, ben, je suis allée de 3 lits à 10 lits. Voilà, ça a été le maximum que j'ai fait. Mais pour moi, ça m'a demandé donc déjà de m'assouplir par rapport au fait d'accepter d'aller en auberge de jeunesse. Et ensuite, le fait d'aller en auberge de jeunesse, déjà, ça m'a réconciliée avec le fait d'y être. Parce que déjà, je faisais le choix de mes propres auberges, donc je les choisissais et je savais pourquoi j'y allais. Et ensuite, ça m'a permis d'être, en fait, de trouver le calme intérieur sans forcément avoir l'environnement propice à. C'est-à-dire que ben j'ai continué à mes méditations, même quand j'étais dans des chambres à 10 lits. J'ai continué en fait mes rituels. Bon, bien sûr pas le yoga parce que déjà j'avais plus
de yoga mat, de matelas, de tapis, voilà. Mais en plus, j'avais pas forcément envie de le faire. Mais tout ça pour dire que d'être en auberge de jeunesse, ça m'a poussée à trouver mon équilibre intérieur d'une autre manière que j'avais l'habitude de le faire quand j'étais dans ma zone de confort, dans ma chambre, tranquillou, toute seule. Ensuite, le fait d'être en auberge et le fait, en fait, de manière générale, de ne pas avoir de chez moi et de pas savoir ce que j'allais faire, ça m'a permis de vivre le jour au jour. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'alimentation, moi, quand j'avais ma vie normale, quand j'avais l'habitude d'avoir mes appartements, que ce soit à Dublin, en Hongrie, à Budapest, à Istanbul, quand j'avais mes appartements, ou même en France, j'avais l'habitude de faire à peu près mes courses, voilà, pour la semaine, de prévoir un peu mes menus. Voilà, j'improvisais un peu les choses dans le magasin, mais en gros, je prenais quelques trucs. Sauf que là, en fait, comme à tout moment, j'allais partir du jour au lendemain et que je savais pas si par exemple il y avait une ferme qui me répondait oui, on a besoin de toi demain. Moi, je devais me préparer à tout moment, en tout cas dans ma tête, à prendre le train, à réserver un avion du jour au lendemain. Donc, je pouvais pas me permettre d'accumuler des choses. Donc, en fait, ça m'a permis de vivre le jour au jour. Et en fait, en vivant de cette manière, ça m'a permis d'interroger mon corps chaque jour de qu'est-ce que j'avais véritablement envie de manger. Et donc, en plus, ça me permettait aussi de manger des choses fraîches, en fait, au jour le jour, puisque préparer des légumes et des fruits, ben, c'était ce qui était le plus aussi pratique pour moi, pour, euh, pour avoir le moins de choses possibles à transporter après si je devais partir. Et ça, c'est un truc incroyable. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai ma chambre, mon appartement, bon, que je partage avec des colocs évidemment, mais eh bien, je continue sur cette voie-là. C'est-à-dire que je vais tous les jours faire les courses. Et en fait, j'adore ce mode de vie. Donc, trop contente par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu les bénéfices que j'ai retirés après ce mois et demi, quasiment 2 mois, voilà, de cette période d'inconfort. En fait, j'aime trop quand j'ai fini de vivre une période un peu douloureuse, de me dire, OK, pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que la vie a voulu me montrer? Et après, je suis tout le temps vraiment hyper en gratitude d'avoir vécu cette période, alors qu'à la base, quand je le vis, je me dis, oh là là, mais pourquoi? Mais maintenant, j'essaie vraiment, vraiment de sortir de ce statut de victimisation et j'essaie de ne plus me dire, pourquoi on me fait ça? Pourquoi je vis ça? Parce que parfois, quand c'est hyper douloureux, on peut avoir tendance à se dire, oh là là, mais la vie s'acharne sur moi, mais pourquoi moi? Mais en fait, non, pas du tout. On voit qu'une petite partie de l'iceberg, on ne sait pas derrière pourquoi on vit ça et il y a sûrement des énormes bénéfices. Et là, vraiment, je me dis, mais j'ai l'impression que pendant ce mois et demi, j'ai plus appris que depuis toute ma vie, en fait. C'est pour dire à quel point j'ai été, en fait, challengée dans des choses qui ont été hyper profondes. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on va dire que ça fait environ, ouais, ça fait 4 ans que je suis sur un chemin spirituel où vraiment je suis dans mes lectures, dans mes vidéos, dans tout ça. Et en fait, là, j'ai l'impression que j'étais un peu pratique. On va dire, OK, maintenant que tu as appris tout ça depuis tout ce temps, oui, on t'a challengé, oui, on t'a mise en situation, mais maintenant, là, on te met toute nue. Montre-nous, en fait, ce que ça donne, tout ce que tu as appris. J'ai vraiment eu la sensation de ça que j'ai jamais été autant challengée. En fait, là, sur tous les plans de ma vie, j'ai été challengée. J'ai été challengée sur le plan du financier. J'ai été challengée sur le plan du logement. J'ai été challengée sur le plan du professionnel. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma life, en fait? Et j'ai été challengée dans le fait d'être seule dans cette épreuve parce que, évidemment qu'il y avait des gens qui étaient avec moi dans cette épreuve parce qu'il y avait des gens sur ma route qui m'ont toujours aidée, mais c'était pas mes amis. J'étais à l'autre bout du monde, franchement. Il y avait personne. On va dire que si j'avais un problème, je pouvais pas aller chez une amie, elle pouvait pas me loger, quoi. J'étais loin, loin de la France. Alors qu'en France, ou quand j'étais en Europe, c'était facile. On prend un petit billet à 20 euros, on est de retour en France. Là, il fallait que je mette de côté au moins 1500 euros, enfin que je prévois en tout cas cette somme, euh, pour pouvoir me dire, ok, là, si vraiment ça va plus, faut quand même que je la prévoie pour rentrer en France. Enfin, je veux dire, 1500 euros, c'est quand même énorme. C'est pas la même chose que 20 euros. Et en fait, tellement je voyais mon argent diminuer, je me disais, mais là, en fait, dans 1000 euros, je dois partir en France. J'en arrivais à me dire ça. Et bon, finalement, tout s'est goupillé parce que j'ai aussi lâché et les résistances sont tombées. Mais j'ai jamais été autant de challenge de ma vie, quoi. Mais après, c'est vraiment un cheminement personnel, hein. Il y a plein de personnes qui arrivent en Australie et qui
qui trouve un travail en 2 secondes, hein. C'est vraiment pas, le problème est vraiment, pour chacun, quoi. Chacun vit les choses différemment, voilà. Donc maintenant que je suis posée dans un appartement, que j'ai trouvé un travail, j'aimerais bien d'ailleurs faire un petit épisode, sur justement mon travail, donc je parlerai plus en détail sur ce que je fais en Australie. Mais pour l'instant, j'aimerais parler un petit peu pour terminer cet épisode de mes projets, de comment un peu je vois les prochains mois. Donc déjà, ben j'aimerais économiser parce que c'est la raison pour laquelle à la base je suis venue. Économiser pour après continuer à voyager dans des pays qui m'intéressent, sur le plan plus du cœur, on va dire, de mon cœur, qui m'attire vraiment. Euh, Ensuite, j'aimerais rester au moins jusqu'à juin, si on parle vraiment d'un projet pratico-pratique, au moins jusqu'à juin. Après, on verra dans cette chambre avec ce travail pour vraiment me poser. Mais bon, ça encore une fois, ça me fait trop rire quand je fais mes plans, parce que ça, c'est vraiment mon mental qui a envie de ça. Mais encore une fois, je ne sais rien. Donc, voyons ensemble ce qui va se passer. Est-ce que vraiment je vais rester jusqu'à juin? On verra. Est-ce que je vais pas rester plus longtemps? Finalement, j'en sais rien du tout. On verra ensemble. Et ensuite, la dernière chose, le dernier point, le troisième point de mon plan en étant ici, c'est vraiment expérimenter. Mais ça, je l'ai vraiment découvert en étant arrivée ici. C'est vraiment les énergies de l'Australie. Je serais même plus précise en disant les énergies de Brisbane. Les énergies de Brisbane me donnent envie d'expérimenter. Comme j'ai dit un peu plus avant, après 4 ans à avoir vraiment été à fond dans ma spiritualité, j'avais vraiment ce besoin d'aller décortiquer plein de choses, de comprendre les religions. Alors, j'ai pas tout, bien sûr, tout lu, tout analysé, mais plutôt, on va dire, je me suis renseignée sur plein de choses. Et maintenant que je me suis, on va dire, en quelque sorte, approprié, en fait, ma propre spiritualité, mon propre chemin à moi, eh bien, j'ai envie maintenant d'aller expérimenter les choses. Euh, je pensais qu'en fait, qu'une fois que je me lançais dans la spiritualité, que je me lançais sur ce chemin un peu de découverte de moi-même, de développement personnel, de spiritualité, une fois que je serais vraiment dans ce domaine, j'avais la croyance que je pourrais pas revenir dans des tafs un peu plus matrices, un peu plus matière, qui sont un peu plus pragmatiques, on va dire. Et en fait, c'est tout le contraire. Maintenant que je me sens hyper solide, que je me sens hyper confiante, que c'est un peu en fait comme un enfant qui a besoin vraiment de l'amour de ses parents pour après se sentir bien avec lui-même, se sentir serein, pour après aller explorer le monde en fait, explorer l'environnement extérieur. Mais dans un premier temps, il a besoin d'être dans ce cocon pour vraiment voilà grandir avec des bases solides. Et bien moi j'ai l'impression que ça m'est un peu arrivé, ça m'est un peu arrivé durant ces 4 dernières années. J'avais l'impression d'avoir vraiment besoin de bases solides, de confiance, d'amour envers moi-même, envers le monde, pour pouvoir en fait maintenant être sereine et aller explorer le monde euh, sereinement, voilà, et en m'amusant en fait, en m'amusant. Là, j'ai trop envie de m'amuser, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de faire un travail, on va dire normal. Pour l'instant en tout cas, avec des gens qui sont pas forcément dans la spiritualité. Et là, en plus, je ressens pas du tout le besoin de communiquer sur le fait que j'ai une spiritualité ou quoi que ce soit. Non, j'ai juste envie en fait d'être avec des gens et en fait juste appliquer sur ma propre vie les événements, les situations que je vis difficiles pour voir comment je me situe. Est-ce que je vais réagir comme avant? Est-ce que non? Voilà. Et puis j'ai énormément d'espoir en fait aussi pour l'avenir, pour l'évolution du monde, même si avec nos yeux on a l'impression que tout dégringole et que ça a l'air d'être l'horreur. Je le sais, je suis bien consciente de ça, mais moi je vois aussi cette horreur, enfin le fait que ça se passe de cette manière, comme le fait de vraiment devoir toucher le fond pour après remonter. Et moi j'ai trop envie de contribuer voilà à cette évolution du monde vers voilà un épanouissement général des gens entre eux et je le fais dans un premier temps à ma manière pour voir déjà moi comment je fais quand je suis confrontée à ces situations en fait d'humains basiques, de conflits ou voilà comment je me situe, qu'est-ce que je fais. D'ailleurs, dès ce matin, dès aujourd'hui, j'ai eu une petite situation qui était rigolote. Euh, Il y a une fille là quand je suis arrivée, donc je suis arrivée dimanche et la fille est partie aujourd'hui. Donc on se connaît que depuis dimanche et
Et tout à l'heure, je rentre dans la salle de bain et je vois qu'il y a plus de papier toilette. Et en fait, je comprends qu'en fait, comme elle partait aujourd'hui, elle a pris le rouleau de papier toilette qui est resté dans la salle de bain. Et donc je lui dis, ça aurait été cool que tu me préviennes que tu prennes le papier toilette. Au moins, j'aurais pas eu de surprise en entrant dans la salle de bain. Et en fait, elle me dit, en fait, ici, on ne partage rien. Tu dois avoir ton propre papier toilette, donc j'ai repris le mien, c'est normal. Bon, en gros, elle m'a dit ça. Et en fait, j'aurais pu me dire, mais qu'est-ce qu'elle est bête, la juger, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, la première phrase qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, oh là là, mais pardonnez-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, c'est une phrase qu'on peut dire à des personnes quand ils sont complètement déconnectés de leur cœur et qui font des choses sans s'en rendre compte. En fait, cette fille, enfin cette situation montre que cette fille est complètement en fait déconnectée de son cœur et elle est vraiment en fait dans l'individualité, dans l'égoïsme en fait. Enfin, moi, ça me serait jamais venu à l'idée de, même si je partageais ou non en fait le papier toilette, il reste un rouleau, je le laisse, je m'en tape en fait, même si la fille elle a ses propres rouleaux de papier toilette. Et en fait, ça m'a fait vraiment pas de la peine parce que j'avais pas de la peine pour elle, mais je me suis dit ouais bon c'est son chemin quoi, voilà. Alors que ça aurait pu voilà me mettre dans un état peut-être un peu plus irrité. Mais je trouve ça quand même triste dans un certain sens quoi. Je me dis waouh. Donc voilà, donc c'est cool d'être confronté à des gens comme ça qui sont comme ça. Ça me fait voir au moins où j'en suis et voilà, ça me fait avancer. Alors du coup, évidemment que la spiritualité fera toujours partie de ma vie, de toute façon, je prie au quotidien, je fais mes méditations au quotidien, je me coach au quotidien avec différentes personnes que j'aime énormément, qui me permettent de rester centrée, etc. Ça va pas du tout changer. Mais à présent, j'ai plus besoin de rester dans ma bulle, en fait. Je me sens vraiment assez forte pour aller explorer le monde. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!